on découvre à travers le contrat que 15% revient bien à Julienne Sassou Nguesso Isongo, je crois. C'est ça, Oui, oui, c'est c'était ce cela, qui oui, était marqué bien dans le sûr. contrat. C'est ce qui était marqué dans le contrat, 15%. On découvre aussi que il y a d'autres sociétés qui se sont mises à l'intérieur et ce sont des sociétés qui appartiennent uniquement au clan Denis Sassou Nguesso. Et là encore, ce sont des faits. Hein. Je serais bien placé et très Ça heureux veut de dire voir. que les membres du clan Sassou Nguesso ont pris le pétrole congolais, voilà, comme qui dirait, ils ont spolié les Congolais de leur pétrole et c'est devenu leur Oui, tout à pétrole. fait, parce qu'il faut comprendre une chose, que dans la création de l'entité SNPC, c'est la SNPC qui doit récupérer tous les puits de pétrole majeurs détenus par les majors. Donc, c'est elle qui doit revenir là-dessus, faire de l'exploration, de l'exploitation, pour le coût de l'exploitation, former les Congolais et verser les dividendes au budget de l'État. C'est pas ce qui a été fait. Ce qui s'est passé, c'est que Perenco, avec ce groupe de sociétés, ont racheté le puits de pétrole pour un montant de 14 milliards. Je vais expliquer pourquoi, quand j'entends ce montant-là, je suis stupéfait. 14 Parce que, milliards de francs CFA, de francs CFA. alors qu'ils ont Donc, versé les pots de vin à hauteur de 25 millions de dollars, l'équivalent de 15 milliards de francs de CFA. 15 milliards. Donc, cherchez l'erreur. C'est vraiment pour vous dire que c'était, on va dire, on a bradé une entité qui appartient, une richesse qui appartient au peuple congolais, on l'a bradé pour 14 milliards. Donc, et on a vérifié. Et 14 milliards n'ont jamais été versés au budget de l'État. C'est ce qui est encore, voilà, on est vraiment dans, on va dire, c'est vraiment ça, ça s'appelle un cartel. Quand on se retrouve ensemble pour mettre la main sur une richesse qui ne vous appartient pas, parce que la richesse appartient à l'intérêt général, donc le peuple congolais. Quand on se met ensemble, on brade cette valeur-là à hauteur de 14 milliards de francs CFA, on se met à l'intérieur, Perenco à 40%, Julienne Sassou Nguesso Isongo à travers EPCO, la société EPCO, donc Emla qui était de façade, et Julienne Sassou Nguesso a créé EPCO. C'est une société qui a pris une participation de 15%. 15%, c'est l'équivalent de l'actif global, de 3% de l'actif Oui, ben, global. pardon C'est énorme. de vous arrêter comme ça. Lorsque vous parlez voilà, des taux de pourcentage, ben, généralement, après, on se perd. C'est comme Anatole Kolde-Bakosso qui vient nous parler de la dette du Congo qui parfois arrive à 98% du PIB, 92%. Mais on se rend compte qu'au niveau des chiffres, c'est bien scandaleux. 15%, ça représente quoi concrètement en termes de retombées pour Julienne Guesso, par exemple, Isongo? Alors oui, je vais effectivement étayer ça. Et comment on en arrive à ces calculs-là? Moi, ma formation de base, je suis un financier. Donc pour moi, je travaille sur les marchés financiers, le marché des matières premières. Donc je sais calculer ce type de coûts. Il faut déjà connaître la valeur globale de l'extraction. Ce puits de pétrole, c'est 20 000 barils jour. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Les majors sont passés par là. C'était plus rentable pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils mettent sur le marché. Normalement, ils doivent le céder à la SNPC. 20 000 barils jour, 20 000 barils jour, ça correspond à quoi? Quand on a 15%. Quand on a 15%, on a fait le calcul. Donc, je vais pouvoir le lire ici sans me tromper. Pour Julienne Nguesso, ça représente 30 millions, environ 30 millions de francs CFA par jour. Julienne Guesso, Julienne Sassou Nguesso gagne 30 Tout millions à fait. par jour Oui, pour ce pétrole. Julienne Sassou Nguesso avec 15% de cet actif-là, ça correspond à 30 millions de francs CFA par jour. Par mois, elle est à 918 millions par mois. Et par an, elle est autour de 11 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez le ratio. On a bradé le puits de pétrole à 14 milliards et on a un seul individu qui détient 15% des parts, qui gagne 11 milliards de francs CFA par an. Ça, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je connais le mot scandale, mais peut-être qu'il y a un mot un peu plus fort. C'est triste de voir que les richesses du Congo ne sont pas développées à bon escient pour l'intérêt général. Ce sont des faits. C'est pas un commentaire. Ce sont des faits. Il y a beaucoup d'éléments factuels qui démontrent que la gestion ne devrait pas se faire comme celle-là.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans Zoom sur le Congo pour tenter de comprendre le scandale Petronor, une affaire de corruption aggravée. Avec moi sur ce plateau, Cédric Louemba, président de l'ONG Citoyen du réseau anticorruption du Congo. Bonjour Cédric. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci en tout cas d'avoir accepté de me recevoir sur votre plateau et bonjour à tous les patriotes et internautes qui nous suivent. Merci d'être avec nous sur R7. Denis Sassou Nguesso et sa famille ont été directement cités dans une enquête de justice norvégienne visant le groupe Petronor. Deux ressortissants et une filiale de Petronor, Emla Africa Holding, sont impliqués dans une affaire de corruption aggravée. Selon les procureurs norvégiens, près de 25 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA de pots de vin avaient été versés à Denis Sassou Nguesso pour l'obtention d'une licence pétrolière offshore. Ces versements auraient été effectués via des dividendes attribués à MGI International, une société contrôlée par le clan Sassou Nguesso. Deux personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Emla. Emla Africa Holding est une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor EEP, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi avant de regagner un peu de terrain. Les deux Norvégiens en cause dans cette affaire ont été arrêtés pour la première fois en 2021 avant d'être libérés après 2 semaines de détention au cours de l'enquête préliminaire. On revient sur cette affaire simplement parce que, à l'annonce de cette information, Thierry Mungala, donc le porte-parole du gouvernement congolais, a tenté de tourner en dérision l'opinion congolaise, évoquant une possible intention de boycott de la campagne présidentielle du candidat Sassou Nguesso par la justice norvégienne. Après, on pourrait se poser la question, pour quel intérêt? Le 26 janvier, le parquet norvégien a annoncé la mise en examen de 2 hommes d'affaires norvégiens d'une filiale du groupe pétrolier Petronor pour corruption aggravée. Selon l'accusation présentée par la procureure, Petronor et les 2 accusés auraient offert en 2016 au président, Denis Sassou Nguesso, et à certains de ses proches une participation de 25% dans une licence pétrolière offshore. Et il affirme que les dividendes étaient en fait une façon de donner presque 25 millions de dollars au président et à sa famille pour obtenir des faveurs. Votre réaction à cette accusation très grave de la Norvège? Alors, déjà, il faut noter, dans le cadre du timing de la publication de cette information, quelque chose de curieux, c'est que l'Office norvégien de lutte contre les crimes économiques, donc c'est l'organe qui a publié un communiqué, fait cette publication à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale chez nous. Voilà pourquoi nous appelons cela une boule puante. Il s'agit d'une affaire qui a été, du point de vue juridique, du point de vue matériel, présentée de manière erronée, comme on dit, fake news. Alors, on va restituer en 2 minutes, si vous le permettez, les choses. D'abord, il faut savoir que la société filiale de Petronor au Congo s'appelle Emla. Emla n'est pas détentrice d'un permis au Congo. Emla est un des participants à un tour de table dans lequel il y a une entreprise connue franco-britannique qui s'appelle Perenco, qui, elle, est titulaire du permis, détentrice du permis, qui l'a demandé longtemps en amont. Donc il ne s'agit pas d'avoir libéré des sommes d'argent incongrues d'un montant très élevé à un État pour simplement participer à un tour de table. Vous voyez que déjà, nous sommes dans une exagération, voire un mensonge sur le plan matériel. Ça ressemble à cet adage célèbre que j'adapte, qui disait, rappelez-vous, mentez, mentez, il en restera quelque chose. Moi, je dirais que pour le cas de cette affaire qui fait pchit,
On nous dit salissez, salissez, à quelques encablures de la présidentielle, il en restera toujours quelque chose. De façon surprenante, depuis là, la justice congolaise ne s'est jamais saisie de l'affaire et le gouvernement n'a jamais poursuivi en justice l'auteur de ces révélations. Alors, Cédric Louemba, on va chercher à comprendre d'abord, c'est quoi cette affaire-là? Qu'en est-il exactement de cette affaire Petronor? Et par la suite, on va chercher aussi à comprendre c'est quoi EMLA Africa Holding. Oui, merci, Monsieur Perrin. C'est vrai que cette histoire est tellement rocambolesque, elle ressemble un peu à ce qu'on a connu avec Orient Oil. Mais pour comprendre ce qui se passe dans cette nébuleuse-là, il faut revenir un peu en arrière, parce qu'en fait, le puits de pétrole en question, c'est un puits qui avait été au départ détenu par Total Energy et Eni. Donc, c'était eux qui étaient détenteurs de ce puits-là. Bon, le puits venant à maturité, qui n'était plus rentable par rapport à ces sociétés majeures-là, parce qu'il faut savoir que les majors, lorsque le coût de production et la rentabilité ne sont pas dans leurs standards, ils pensent qu'en exploitant, ils vont perdre de l'argent. Sur le contrat, c'est marqué noir sur blanc que ça doit revenir à la SNPC, à l'entité SNPC qui prend après le relais. Sauf que ce qui se passe, c'est que Perenco, la société Perenco, va vouloir s'accaparer effectivement de ce puits de pétrole à hauteur de 40%. Elle ne va pas se mettre dans ce conglomérat-là toute seule, elle va faire appel à un certain nombre de sociétés satellites. On va pouvoir décortiquer à quoi ressemblent ces sociétés-là. Donc, pour être un peu factuel, c'est que Perenco va donc racheter ce puits de pétrole. Ce Perenco va racheter ce puits de pétrole. Perenco va s'associer avec une entité congolaise qui s'appelle EMLA, qui n'est autre qu'une filiale de Petronor. Il faut savoir que Petronor, en termes d'actifs, c'est une société aussi grande, aussi importante, et sinon plus que Total Energy. Donc, Petronor est une société qui est cotée en bourse. Donc, pour elle, elle se dit, bah, j'ai envie d'aller sur le marché congolais, qu'est-ce que je fais? Je crée une entité, une filiale qui s'appelle EMLA. Sauf qu'en créant la société, donc cette entité EMLA, Petronor se rend compte à travers des flux, il y a des problèmes de déontologie, il y a des problèmes de conformité. C'est d'abord ça, puisque des fonds vont être tracés depuis Monaco. Donc, c'est Monaco qui va faire, donc la banque de Monaco qui va faire une déclaration de soupçon, comme on peut voir déclaration de soupçon dans certaines banques en France, et qui va dire, on a des fonds suspects en entrée et en sortie sur des comptes appartenant à un certain nombre d'individus. Et ces individus-là sont des personnes publiquement exposées, notamment des personnes en lien avec le clan Denis Sassou Nguesso. Ça, ce sont des faits. On ne spécule pas, ce sont des faits. Les comptes appartiennent à ces individus-là. Qu'est-ce que Petronor va faire? Petronor va vouloir se mettre en conformité. Mais vous savez que la Norvège, c'est un des pays qui gère le mieux son pétrole, surtout en termes d'éthique, puisque derrière, ils ont une entité qu'on appelle Økokrim, qui est une entité de lutte contre la corruption et toutes les malversations financières et fiscales, qui va se pencher là-dessus pour pouvoir effectivement regarder de plus près ce qu'il en est. C'est pas comme au Congo, hein. Là, c'est vraiment des entités extérieures. Voilà, en gros, ça, c'est le wagon d'entrée de cette histoire-là. C'est vraiment par ce biais-là qu'on apprend Petronor elle-là. Et donc, ce sont ces deux Norvégiens-là qui vont en fait corrompre Denis Sassou Nguesso, puisqu'on parle de la corruption aggravée. Ce sont ces deux Norvégiens qui vont payer des pots de vin à Denis Sassou Nguesso, 25 millions de dollars pour évidemment obtenir la licence, voilà, la licence pétrolière offshore. Oui, en fait, quand j'ai écouté Thierry Mongala, qui est le ministre de la Communication, je me suis bien rendu compte que il était loin d'être un technicien, parce que s'il savait ce que ça veut dire une investigation financière, il allait s'abstenir de venir au devant de la scène et de faire honte à l'ensemble des Congolais. Parce que au COCRIM, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste remonter la filière de l'argent. L'argent part d'où et l'argent arrive à quel endroit? C'est aussi simple que ça. On l'a déjà expliqué. On ne va pas acheter le pétrole en francs CFA, on va utiliser les devises. Et les devises, pour la plupart du temps, vont atterrir dans des banques européennes, des banques françaises ou autres. Là, pour le coup, c'est la principauté de Monaco. Donc, ils vont très vite identifier deux représentants de la société Petronor. Il faut savoir une chose, que Ococrim, c'est vraiment une entité externe qui lutte contre la corruption,
Et elle n'avait rien à faire de savoir que ça allait causer un préjudice à Petronor, parce que Petronor est coté en bourse. Et on sait très bien que le risque de réputation et par-delà le risque opérationnel, a une incidence sur le cours de la bourse d'une entreprise, mais on va dire une entreprise majeure de la Norvège. C'est vraiment pour dire que c'est une entité indépendante. C'est un peu comme si Total Energy avait un problème de ce type de conformité et la France, sans état d'âme, va pouvoir poursuivre, même si le cours de Total Energy baisse. Et là, on a un exemple frappant de l'indépendance d'une agence de lutte contre la corruption. Donc, cette agence-là va identifier tout de suite ces deux Norvégiens. En identifiant les deux Norvégiens mis en cause, on va donc remonter la filière et on va se rendre compte qu'il y a des contrats avec des noms, avec des dates, avec des chiffres, et il y a des échanges de mails, des échanges de courriels. Donc là aussi, Thierry Mongala, il ne va pas nous dire que lorsque Bon, avec Thierry Mungala, il faut le comprendre, c'est que certains l'appellent par le perroquet du gouvernement. Bah, lui, il vient dire ce qu'on lui demande de venir dire, sans même vérifier. Beaucoup de fois, il a d'ailleurs promis des procès contre certains, voilà, certains organes de presse qui révélaient des scandales financiers, corruption, mais jamais il n'a poursuivi, évidemment, ces organes de presse. Alors moi, je reviens sur EMLA, Africa Holding. À ce que je sache, j'ai lu un magazine où Julienne Sassou Nguesso serait actionnaire à 15%. alors moi, je dirais même pas ce réactionnaire parce que les documents dont on a pris connaissance, donc les contrats, montrent bien que Julienne Sassou Nguesso, dans un premier temps, elle a cherché à rentrer dans le capital de MLA par des, on va dire, des hommes de paille. C'est-à-dire qu'on prend un représentant, on met devant, alors que derrière, la personne représente réellement l'entité qui veut entrer dans le capital. Donc, je pense que ça fait l'objet d'une négociation, il faut dire ça comme ça pour que vous ayez le permis de pétrolier, bah, il faut accepter que l'on prenne un pourcentage sur l'actif total de ce puits de pétrole-là. Donc, 40% pour Perenco, donc Perenco est à l'intérieur de ce capital-là, et on découvre à travers le contrat que 15% revient bien à Julienne Sassou Nguesso Isongo, je crois. C'est ça, Oui, oui, c'est c'était ce cela, qui oui, était marqué bien dans le sûr. contrat. C'est ce qui était marqué dans le contrat, 15%. On découvre aussi que il y a d'autres sociétés qui se sont mises à l'intérieur et ce sont des sociétés qui appartiennent uniquement au clan Denis Sassou Nguesso. Et là encore, ce sont des faits. Hein. Je serais bien placé et très Ça heureux veut de dire voir. que les membres du clan Sassou Nguesso ont pris le pétrole congolais, voilà, comme qui dirait, ils ont spolié les Congolais de leur pétrole et c'est devenu leur Oui, tout à pétrole. fait, parce qu'il faut comprendre une chose, que dans la création de l'entité SNPC, c'est la SNPC qui doit récupérer tous les puits de pétrole majeurs détenus par les majors. Donc, c'est elle qui doit revenir là-dessus, faire de l'exploration, de l'exploitation, pour le coût de l'exploitation, former les Congolais et verser les dividendes au budget de l'État. C'est pas ce qui a été fait. Ce qui s'est passé, c'est que Perenco, avec ce groupe de sociétés, ont racheté le puits de pétrole pour un montant de 14 milliards. Je vais expliquer pourquoi, quand j'entends ce montant-là, je suis stupéfait. 14 Parce que milliards de francs CFA, de francs CFA. alors qu'ils ont Donc, versé les pots de vin à hauteur de 25 millions de dollars, l'équivalent de 15 milliards de francs de CFA. 15 milliards. Donc, cherchez l'erreur. C'est vraiment pour vous dire que c'était, on va dire, on a bradé. On a bradé une entité qui appartient, une richesse qui appartient au peuple congolais. On l'a bradé pour 14 milliards. Donc, et on a vérifié. Et 14 milliards n'ont jamais été versés au budget de l'État. C'est ce qui est encore, voilà, on est vraiment dans, on va dire, c'est vraiment ça s'appelle un cartel. Quand on se retrouve ensemble pour mettre la main sur une richesse qui ne vous appartient pas, parce que la richesse appartient à l'intérêt général, donc le peuple congolais. Quand on se met ensemble, on brade cette valeur-là à hauteur de 14 milliards de francs CFA, on se met à l'intérieur, Perenco à 40%, Julienne Sassou Nguesso Isongo à travers EPCO, la société EPCO, donc EMLA qui était de façade, et Julienne Sassou Nguesso a créé
EPCO, c'est une société qui a pris une participation de 15%. 15%, c'est l'équivalent de l'actif global, de 3% de l'actif Oui, ben, global. pardon C'est énorme. de vous arrêter comme ça. Lorsque vous parlez voilà, des taux de pourcentage, ben, généralement, après, on se perd. C'est comme Anatole Kolde-Bakosso qui vient nous parler de la dette du Congo qui parfois arrive à 98% du PIB, 92%. Mais on se rend compte qu'au niveau des chiffres, c'est bien scandaleux. 15%, ça représente quoi concrètement en termes de retombées pour Julien Nguesso, par exemple, Isongo? Alors oui, je vais effectivement étayer ça. Et comment on en arrive à ces calculs-là? Moi, ma formation de base, je suis un financier. Donc pour moi, je travaille sur les marchés financiers, le marché des matières premières. Donc je sais calculer ce type de coûts. Il faut déjà connaître la valeur globale de l'extraction. Ce puits de pétrole, c'est 20 000 barils jour. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Les majors sont passés par là. C'était plus rentable pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils mettent sur le marché. Normalement, ils doivent le céder à la SNPC. 20 000 barils jour, 20 000 barils jour, ça correspond à quoi? Quand on a 15%. Quand on a 15%, on a fait le calcul. Donc, je vais pouvoir le lire ici sans me tromper. Pour Julien Nguesso, ça représente 30 millions, environ 30 millions de francs CFA par jour. Julien Nguesso, Julien Sassou Nguesso gagne 30 Tout millions à fait. par jour Oui, pour ce pétrole. Julienne Sassou Nguesso avec 15% de cet actif-là, ça correspond à 30 millions de francs CFA par jour. Par mois, elle est à 918 millions par mois. Et par an, elle est autour de 11 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez le ratio. On a bradé le puits de pétrole à 14 milliards et on a un seul individu qui détient 15% des parts, qui gagne 11 milliards de francs CFA par an. Ça, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, je connais le mot scandale, mais peut-être qu'il y a un mot un peu plus fort. Mais ça, c'est la réalité des chiffres. Revenons un peu en arrière. Il n'y a pas que Julien Nguesso, à travers EPCO, qui a pris une participation de 15%. On s'est rendu compte que dans ce conglomérat-là, hormis Perenco, qu'on va d'abord mettre à côté, on va mettre de côté Perenco. On a EPCO, la société de Julien Nguesso, qui prend 15%. Comment elle arrive à prendre 15%? Parce qu'il y a un autre monsieur, je ne sais pas si c'est son beau-frère ou si c'est un autre membre de la famille, on s'y perd avec les sœurs, les frères, les nièces, les neveux et tout ce monde-là, on s'y perd. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est la réalité des chiffres. On a un certain monsieur Kyonga qui crée une société écran. Comment nous, on sait que c'est une société écran? Et vous l'avez dit, c'est MJ International, MG International. MGI Cette International, oui. société-là, tout à fait, cette société-là apparaît aussi dans les malversations des biens mal acquis, puisque, encore une fois, je dis Oui, au c'est la même peuple congolais, société. Voilà, elle est contrôlée, elle est, bon, disons, une société contrôlée par les membres du clan Sassou Nguesso. Donc, on a créé un voilà, peu ces dispositifs pour dilapider tout l'argent du Congo. C'est tout à surtout ça fait. le Donc, on a deal. créé une société écran pour ne pas se présenter. Donc, derrière, voilà, on a MG International. Et derrière ça, on a une autre société, d'autres sociétés qui se sont mis à l'intérieur. On a la SNPC. On va dire que la SNPC, c'est la société de Sassou Nguesso. Hein? C'est lui le président de la République. Donc, Tout on va à lui fait. attribuer cette société-là. SNPC prend une participation de 20%. 20% du capital du puits qui est, quand le baril de pétrole est extrait, c'est 20 000 barils par jour. Donc, SNPC prend 20%, ça fait 40 millions de francs CFA par jour que la SNPC gagne. Et ça fait Et tout cet 14 argent, milliards par an. tout cet argent n'arrive pas au trésor public, Non, malheureusement. non, cet argent n'est pas versé au trésor public. C'est On a vraiment une un autre scandale. société, une Mais société qui s'appelle Petro-Congo. Petro-Congo. Et quand on regarde, quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte que la participation de cette société-là par rapport au contrat qu'avait sorti le gouverneur de Norvège, parce que c'est le gouverneur de Norvège, l'équivalent du procureur de la République, qui regarde sur le contrat, Petro-Congo à 5%. Et à qui appartient la société Petro-Congo? Petro-Congo appartient à Maurice Nguesso. C'est sa société. En fait, l'Enguesso,
se sont partagés les richesses du Congo. Ils sont là en Bah, train on peut de dire ça, dépouiller le puisque quand on Congo regarde, tranquillement. oui, on a l'exemple frappant qui est là. C'est le contrat qui le dit, hein. Nous, on fait que lire le contrat et on analyse effectivement le Oui, pourcentage. mais moi Et j'imagine un peu ce que vivent nos parents retraités, les boursiers, les salariés au Congo. Les retraités sont déjà presque à plus de 50 mois d'arriérés oui, de pension monsieur impayés, Perrin, les voilà étudiants pourquoi qui c'est ne sont pas important. payés. Et Tout entre-temps, à on fait. a des gens comme ça qui pillent le Congo 24 heures sur 24. Exactement. Et là, on est sur un puits vieillissant qui produit 20 000 barils jour. 20 000 barils Évidemment, jour. alors pendant que vous parlez, peut-être que je vais perdre un peu le fil d'idée, pendant que vous parlez de la production, la capacité de production de ces entreprises, est-ce qu'on peut revenir, on va d'abord faire, on va ouvrir une parenthèse, après on va continuer sur Petronor. On va continuer sur Petronor. Donc, une petite parenthèse, parce que nous avons eu un retour hein, sur, disons, dans les commentaires, où vous pourrez aller lire le fil des commentaires, c'est que les gens voudraient comprendre sur quelle base, quels sont les éléments qui peuvent attester que finalement le Congo produit environ 500 000 barils par jour. Parce que Ouais. généralement, on entend le gouvernement 250 000, parfois ça monte à 350 000, après un matin, c'est 100 et quelques mille. En fait, le gouvernement n'a jamais donné voilà, les Ouais. statistiques qu'il faut. Mais alors, les gens ont posé la question de savoir, parce que tout le monde, beaucoup étaient un peu surpris d'apprendre évidemment que le Congo produit environ 500 000 barils par jour. C'est énorme. Ouais. C'est vrai que, alors, nous, on a l'avantage d'avoir l'expertise de la science financière et puis le fait qu'on soit à la tête d'une ONG qui lutte contre la corruption. Donc, ça nous permet d'avoir aussi la main sur beaucoup de documents, des contrats, ce genre de choses. Donc, on observe beaucoup. Mais comment on en arrive à ce genre de choses? Il faut écouter le gouvernement, il faut prendre connaissance de tous les documents officiels de chaque année et les recouper. Donc, je vais donner deux, trois exemples pour situer un peu, pour recadrer, pour que les gens comprennent. Je vais par exemple donner un exemple. Je pense que cet exemple-là, beaucoup de gens l'ont suivi, mais sans vraiment se rendre compte. On est en 2025. En 2025, on a le ministre Bruno Hutois, qui est à cette époque-là ministre des Hydrocarbures, qui nous dit, pour le mois de juin 2025, le Congo a produit 170 000 barils de pétrole par jour. C'est Bruno Hutois qui le dit. Il dit que sur le mois de juin, on est à 170 000 barils jour. Et il revient donc au troisième trimestre 2025, donc 3 mois après, il fait une conférence de presse. Hein, je pense que c'était une conférence où il fallait indexer les prix. Je ne sais même pas pourquoi Mais pour fixer les des prix, sociétés, voilà, voilà, on fixe des des prix. barils au Congo. J'ai jamais compris ça parce que ça n'existe pas ailleurs. Le marché, le cours du pétrole, il est défini au jour le jour. Donc, on a un cours aujourd'hui, telle heure, telle date. Le lendemain, ça va changer, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi on se réunit pour définir ce genre de prix. J'ai jamais compris cette science-là de Bruno et toi et de tous ses acolytes. Combien même qu'en juin, donc au troisième trimestre 2025, il annonce une production de 268 611 000 barils de pétrole par jour. Donc, ça, ce sont des éléments. Quand vous regardez, par exemple, les éléments de Perenco, Perenco se targue d'avoir 6 000 salariés et l'ensemble des puits de pétrole que gère Perenco, donc officiellement dans ses déclarations, il dit qu'ils sont à 500 000 barils jour. Ça, c'est la déclaration de Perenco Ça, c'est la déclaration de Perenco. qui existe. Les gens peuvent retrouver le. Exactement. Il faut juste aller sur le site de la société officiellement. Vous allez voir le nombre de salariés, etc. et la production de l'ensemble des puits. Ce sont des puits qui n'ont plus de maturité, pour lesquels qui sont délaissés. Et Perenco a cette expertise-là de racheter l'ensemble de ces puits. Voilà, c'est l'expertise de Perrin. Revenons en arrière. On sait très bien que le Congo aujourd'hui est membre de l'OPEP, mais n'est pas membre de l'OPEP qui veut. On ne rentre pas comme ça, on est membre de l'OPEP. Donc, on Est-ce que compare c'est la un production. critère d'avoir cette capacité, par exemple, de 500 000 barils pour Oui, exactement. Il faut intégrer vraiment avoir cette capacité minimum entre 450 et 500. Ça, c'est le ticket d'entrée. Le Gabon, le Gabon à côté, on m'a jamais parlé du Gabon qui fasse partie de l'OPEP. Le Gabon, c'est entre
150 et 250 barils jour. Ça, c'est le Gabon. Le Sénégal qui vient de rentrer dans la danse avec la découverte de nouveaux puits, etc. Dans la projection, on est autour, on va dire maximum 300 000. Bon. Maintenant, où est la place du Congo lorsqu'on sait qu'on est les troisièmes producteurs subsahariens? Donc, on a le Nigeria qui est entre, on va dire, 1,5, 1,8 millions de barils jour. Derrière, on a l'Angola qui est entre 1,1 et 1,2 millions de barils jour. Et vous pensez qu'avec tous les éléments que je viens de vous donner, le Congo est à 200 000 barils de production? Non, c'est pas possible. Et donc, vous Le disiez Congo est à... que Perenco déclare 500 000 barils. Voilà, exactement. Donc, ce sont tous ces éléments-là, parce que quand on fait une investigation, il faut étudier les éléments, tous les documents du FMI, toutes les déclarations sur 10 ans en arrière du FMI, de la Banque mondiale, etc., et toutes les déclarations que fait le Congo, parce que le Congo, quand il va s'endetter, bah, il est obligé de présenter un certain nombre de documents officiels, même si les Congolais n'ont pas accès à ces documents-là, parce que, encore une fois, toutes les sociétés pétrolières qu'on vient de citer là, appartenant aux membres du clan Denis Sassou Nguesso, ne déclarent pas leur comptabilité. La SNPC ne déclare pas leur comptabilité non plus. Il n'y a pas un endroit où vous allez voir que la SNPC a tant de production barils de pétrole. Pourtant, c'est une obligation légale, mais ils ne le font pas. Donc, à juste titre, entre guillemets, pour ne pas que les Congolais sachent réellement à quoi correspond la richesse du pays. Mais moi, je le dis sans détour ici, hein, je ne fais pas de politique, je connais mes expertises, je sais les documents qui sont en face de moi, les contrats, et on a un pays qui est sérieux en face, hein, on a la Norvège, hein, on a aussi la France qui est là. La Norvège vous dit exactement la répartition dans les contrats qu'ils ont mis à disposition. Quelle est la répartition exacte en termes de pourcentage? Perenco, 40%. On a EPCO, la société de Julien Nguesso, qui est à 15%. On a Petro-Congo, la société de Maurice Nguesso, qui est à 5%. On a Continent, je ne connaissais pas cette société-là, mais on a mis en avant l'ex-fonctionnaire du FMI qui a quitté le Yaya FMI. Moussa. Voilà, exactement. C'est Yaya Moussa qui est à la tête, mais on pense que c'est un membre du clan Denis Sassou Nguesso qui est là. Donc peut-être que le président lui-même, encore une fois, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais comme je dis, si on ne fait rien, on est soit acteur, En fait, on est soit c'est des complice. prête-noms, en fait. Oui, oui, des Tout arbres à qui fait, cachent des forêts. exactement. Et on a une société, AOGC, Ah oui, qui je sais. détient un certain nombre de stations d'essence au Congo, qui appartient à Monsieur Denis Gokana. Denis Gokana, qui était l'ex-conseiller spécial au pétrole. Je crois qu'à un moment, il était même directeur général de la SNPC, je crois, si je ne me trompe. Donc, en fait, quand on analyse ce genre de documents et quand on fait le recoupage de l'ensemble des informations, on se rend compte que ce soit Orient Oil, que ce soit aujourd'hui avec Petronor, l'enquête qu'ils ont menée et le contrat qu'ils mettent à disposition, on se rend compte que le pétrole congolais, en tout cas les richesses du Congo à travers le pétrole ne sont pas versées au budget de l'État. Donc, c'est pas versé parce qu'il y a des sommes colossales que l'on voit et quand on fait les comparaisons avec le trésor public, on se rend compte qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien. Cet argent-là s'arrête quelque part, elle va dans des comptes offshore, mais en tout cas, on n'a pas trace du versement de cet argent-là au trésor public. Sinon, on n'allait pas avoir toutes les déclarations en termes de pétrole, telle année on a vendu pour tant, etc. Tout est opaque pour les Tout est Congolais. opaque. Mais Cédric, dis-moi, à qui appartient Perenco? Alors, Puisqu'au début, là, vous avez expliqué cette société est même capable d'acheter, par exemple, un puits de pétrole arrivé à maturité qui devait revenir à la République du Congo, oui. donc à la SNPC. Alors, il faut savoir que Perenco aujourd'hui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour corruption d'agents publics étrangers. Donc ça, les gens ne le savent pas, mais ça date quand même de plusieurs années. Il y a encore un dossier qui est ouvert au pôle, au parquet national financier ici en France. Et pour que les gens comprennent bien comment le climat des affaires, moi quand j'entends ce mot-là, je rigole un peu au Congo, hein. Le climat des affaires. Dans mon métier, avant de faire affaire avec une entité, avec une entreprise, on fait une investigation. On cherche à savoir quelle est la moralité, quelle est l'expertise de la société qui veut exploiter les richesses du pays. Donc, on fait déjà attention à ça. Perenco a plusieurs dossiers de corruption qui sont ouverts. Il faut savoir une chose, que Perenco est l'un des
on va dire, des sociétés majeures au Gabon. Mais le Gabon vient de déposer une plainte au parquet national financier français pour corruption d'agents étrangers. Donc, ce n'est pas une plainte qui date de 20 ans, 10 ans. C'est une plainte qui date de 2026. Donc, une instruction est en cours. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas dire que le Gabon et le Congo ne soient pas des frères siamois, hein. Ce sont nos frères à côté. Donc, avant de travailler avec une entité, je regarde. On regarde Perenco. Perenco agit aussi dans le paysage pétrolier de la RDC. Et la RDC actuellement est en procès. Je crois que le procès a déjà commencé, je ne l'ai pas encore suivi, mais c'est un procès sur l'environnement, la pollution de la terre, la pollution des eaux. Donc, en face, en RDC, est en procès avec la RDC. Il faut savoir que lorsqu'on récupère des anciens puits de pétrole, les majors, ils sont bien contents de céder ce type de structure à des entités comme la SNPC ou d'autres, parce qu'ils ne vont pas utiliser leur argent pour faire de la dépollution, pour faire en sorte que l'environnement autour, puisqu'on a exploité le pétrole pendant des années, on a exploité des puits, ils ne vont pas faire cette dépollution-là, qui est pourtant une obligation légale. Ils ne vont pas la faire. Donc, ils vont être moins regardants. Et c'est là que Perenco va intervenir. Parce que Perenco, comment ils gagnent leur argent? Ils vont gagner leur argent en faisant effectivement une coupe sur les coûts. Ils vont tout faire pour réduire les coûts. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir de l'argent à mettre dans l'environnement, à dépolluer les eaux ou à dépolluer la terre qu'ils ont souillée. Ils ne vont pas faire ça. Ils vont optimiser au maximum. C'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent. On est dans le capitalisme pur et dur. Donc, en face, on a déjà des procès, on a déjà ces entités-là. Mais quand vous revenez au Congo, qu'est-ce que vous constatez? J'ai appris que Perenco va construire un siège, Un siège, oui, hein, oui, je observe. un siège à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on a à la fois du trafic d'influence, on a le laxisme, on n'a aucune entité qui est capable de mener une enquête rigoureuse, impartiale vis-à-vis d'une entité étrangère qui vient pour exploiter les richesses de notre pays. On n'a pas ce recul-là. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un mélange des genres. Et je pense que Perenco le fait, c'est parce qu'il y a un mélange de genres. C'est un club d'amis. Maintenant, de là à dire que Perenco, en termes d'actifs, il y a un membre du clan Denis Sassou Nguesso qui est à l'intérieur, la question reste ouverte. Pour l'instant, je n'ai aucun document là pour pouvoir l'étayer, mais on poursuit l'enquête. On va à notre rythme, on recoupe les informations et on espère que le Congo ouvre une enquête parce que, après avoir contacté le gouverneur de la Norvège, qui est l'équivalent du procureur de la République, il y a des documents en tant qu'ONG de lutte contre la corruption que je peux recevoir, que je peux exploiter parce qu'il s'agit de mon pays, de notre pays, le Congo. Mais il y a des documents qui ne peut être mise à disposition d'une ONG s'il y a une structure de justice qui ouvre une enquête. Donc, si la justice congolaise ouvre une enquête, tous les documents, tous les échanges de mails, tous les documents justiciables, tous les documents, les procès-verbaux des deux Norvégiens qui ont été inculpés, ils ont été inculpés pour corruption aggravée. Ça veut dire que la justice norvégienne a les tenants et les aboutissants. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient pour dire que non, c'est, comme disait le ministre Mungala, c'est une boule puante pour l'élection présidentielle, ils n'en ont rien à faire de votre élection. Ils n'interviennent pas là-dessus. L'entité la plus importante, c'est Petronor, une société norvégienne qui est cotée en bourse. Et eux, ils font même pas gaffe à ça. Ils y vont correctement sur une enquête transparente. Vous pensez que le gouvernement congolais, ils en ont affaire du gouvernement congolais? Ils en ont rien à faire. La Norvège gère tellement bien son pétrole que, avec les actifs, avec le fonds souverain de la Norvège, c'est encore le Congo qui va aller emprunter de l'argent. Et quand le Congo emprunte de l'argent, ils oublient que à l'intérieur, ils récupèrent le fonds norvégien qu'ils ont, eux, amassé à travers une bonne gestion de leur pétrole. Et c'est nous qui allons emprunter encore cet argent-là. Donc, en fait, le Congo a plus besoin de la Norvège que la Norvège du Congo. Ça, il faut pas se leurrer. Bien, mais de toute Ça, c'est façon, moi, clair ça comme de l'eau de saute à roche. l'œil, ça c'est connu de tout le monde.
au-delà de la comédie de très mauvais goût que peut nous jouer évidemment Thierry Mongala. Bon, là, je viens de comprendre que finalement, Sassou Nguesso a fait du Congo, en fait, c'est devenu un terreau de la mafia, la haute mafia en plus, voilà. À la place, bien sûr, de la cocaïne, eux, c'est le pétrole, ils jouent sur le pétrole. C'est vraiment la haute mafia et c'est dommage. C'est dommage que ça se passe comme ça quand j'apprends que Julienne Nguesso Isongo engrange donc tous les jours 30 millions, comme ça, facilement. Et elle arrive à beaucoup de milliards, on l'a dit tout à l'heure, autour de 11 milliards année. Oui, Voilà, elle est là, 11 tranquille, milliards de personne ne francs CFA. l'interpelle. Personne ne l'interpelle. Voilà, c'est la fille voilà, de l'homme fort de Brazzaville. Et dans le même temps, on peut venir vous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est ça qui est grave, en fait. Oui. Très Monsieur grave. Perrin, ce qui est désolant, c'est que on a des entités comme la Haute Cour de lutte contre la corruption. On a un ministère, semble-t-il, qui a été dédié là-dessus aussi pour lutter contre Le les monsieur qui nous antivaleurs, parce que c'est à la disait mode. qu'ils avaient des dossiers qu'ils avaient transmis à la justice depuis 2023, là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été interpellé. Ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la haute autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et des infractions assimilées. Cette saisine des autorités judiciaires et éventuellement la condamnation des auteurs des infractions pour des faits de corruption et des infractions assimilées constitue une forte attente des populations, attente exprimée lors des échanges interactifs réalisés pendant les campagnes de sensibilisation. Au Congo, notre pays, ne nous le cachons pas, la baisse des recettes fiscales exacerbée par l'insuffisance de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances, cette insuffisance donc impacte négativement les niveaux des ressources publiques et des capacités à fournir aux populations une offre de services publics suffisante de qualité. En conséquence, l'offre des services sociaux de base, à savoir la santé, l'éducation des enfants, l'emploi des jeunes, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie, demeure réduite du fait de la persistance de ce qu'il est communément appelé les antivaleurs. On peut Non, mais nous, on comprendre à sait une quoi ils sont chose. en train de jouer. Mais tout ça, c'est Exactement. aussi parfois, bon, comme qui dirait, c'est les peuples méritent les responsables qu'ils ont. C'est pas moi qui ai dit ça, mais bon. Cédric, au-delà de... Tout le temps, on parle du pétrole, mais je sais que le pétrole va de pair avec le gaz. Et le Oui. gaz au Congo, c'est maintenant qu'on commence à parler du gaz liquéfié, mais je voulais juste savoir si... Et avant, il n'y avait pas le gaz, c'est ça? Ou bien on était en train de vendre Non, sans ça, dire aux Congolais qu'on était en train de vendre et que cet argent, comme d'habitude, passait par d'autres. mais les Congolais, encore une fois, doivent se poser juste une question. Moi, j'ai grandi à Pointe-Noire. On faisait la cuisine avec des bouteilles de gaz, des bouteilles de butane. Donc, il faut juste se poser la question. Ceux qui sont nés dans les années 70, 80, etc., ou 60 ou 65, et le gaz butane, ben, ça existait bien au Congo. Mais comment se fait-il que cet argent n'a jamais été versé au budget de l'État? On a déjà mené une enquête là-dessus. L'avantage d'être une ONG, nous, dans la mesure où on est complètement indépendant, on va chercher les informations, on va contacter toutes les agences de lutte contre la corruption qui existent à travers le monde. Donc, il y a des archives, et quelquefois, quand j'apparais dans des agences, on nous dit, mais c'est bizarre.
Vous avez tellement de problèmes que vous êtes la seule agence de lutte contre la corruption qui représente le Congo, qui vient chercher les informations. Bon, j'ai l'âge que j'ai, mais je me dis, il y a des entités qui ont des budgets à 5 000 milliards, qui ont des budgets colossaux, qui pourraient faire ce type d'enquête. Les enquêtes que nous avons menées ont démontré que déjà, moi, je suis un enfant du pétrole. Moi, mon papa, il a fait partie, comme je l'ai dit, des 10, 15 premiers cadres du pétrole, les ingénieurs du pétrole. Mon papa, il en faisait partie. Donc, le gaz, je connais. Le gaz torché au large de Pointe-Noire, on sait que ça a toujours existé. Et quand on regarde la production de pétrole, vous ne pouvez pas avoir une production de pétrole sans avoir du gaz à côté, puisque le gaz est utilisé pour être réinjecté, pour qu'on fasse ressortir dans les meilleures conditions le pétrole et pour éviter les explosions. Donc le gaz a toujours existé. Et la simple question que je me suis posée, c'est est-ce que une entreprise majeure, que ce soit Eni, que ce soit Total, qui se rendent compte qu'il y a le gaz congolais, il y a un marché, même si la filière n'est pas développée au Congo, vous pensez qu'ils vont pas utiliser ça et le vendre? Je pense qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont vendu. Ils ont distribué de l'argent, ils ont corrompu les agents congolais, les gouvernants congolais, ils les ont corrompus. Parce que j'ai toujours fait partie de ces personnes qui disaient, qui avançaient la thèse comme quoi le gaz congolais a toujours existé. Et je vais vous en apporter une preuve encore flagrante. Dans le dossier Orient Oil, dans l'enquête que nous avons menée, Orient Oil, dans le contrat qui a été établi, loi de finances de 2018, donc c'est marqué noir sur blanc dans les documents officiels du Congo. Je vais vous lire la partie qui nous intéresse pour que tout le monde comprenne que ça vient pas de moi, mais ça vient vraiment de l'entité Orient Oil. Et je vais même donner la page parce que, et les références pour que chaque Congolais aille regarder. C'est important que les gens le sachent. On est sur, on est dans le journal officiel, donc c'est un décret présidentiel. On est dans la rubrique 6, on est en 2018, et page 1114, il est écrit ceci. Orient Oil, dans le contrat qu'il établit avec la SNPC, ils disent, on est en 2018, en cas de découverte d'hydrocarbures gazeux, le Congo et Orient Oil se concertent dans les meilleurs délais pour examiner une exploitation commerciale de cette découverte. Plus loin, on dit que les hydrocarbures gazeux, qu'ils soient associés ou non, pour les besoins des travaux, donc les travaux d'exploitation de pétrole. Donc, ils ont conscience que le gaz existe et qu'ils ont besoin du gaz pour parfaire les travaux du pétrole qu'ils sont en train d'exploiter. Donc là, on a le Congo ici, donc on est sur une association tripartite, il y a le Congo, il y a la SNPC et il y a Orient Oil. Ils disent bien qu'ils doivent récupérer le gaz et réinjecter d'hydrocarbures gazeux qui visent à améliorer la récupération des hydrocarbures liquides. Là, on est en 2018. Quand on a un document comme ça, décret présidentiel, loi de finances 2018, quand on le présente à toutes ces personnes-là qui nous représentent, là, qui sont censées représenter le peuple congolais, les députés, quand on a ce document-là, on ne se pose pas les questions, on ne regarde pas, on ne se dit pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit on veut être acteur pour faire avancer le pays dans l'intérêt général, soit on est complice, on est corrompu, ou on est incompétent. Mais dans les deux cas, on doit quitter la nation congolaise parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Moi, je dis les choses clairement. C'est pas moi qui invente les choses. 2018, on a un document comme ça et on a fait le calcul. Si on part sur la base de 27 milliards de francs CFA que déclare le ministre des Hydrocarbures, je suis procureur de la République. Qu'est-ce que je fais? Je compare ce montant-là avec les petits producteurs de gaz qui sont autour de nous pour rester dans l'Afrique, dans l'Afrique centrale, etc. 27 milliards, mais c'est sous-évalué. On ne peut pas avoir un montant comme ça là concernant le gaz. Ce n'est pas possible. Donc, si on s'en tient qu'à ce montant-là, allez, on va leur donner raison. 27 milliards, ça nous fait un manque à gagner de plus de 190 milliards de francs CFA. Puisque ça fait plus de 7 ans, quand on parle de 2018, vous n'avez jamais déclaré la valeur gaz au budget de l'État. Et quand on revient en arrière, quand on regarde ça, mais je pense que le ministre de l'énergie, des hydrocarbures doit être interpellé. Tous ces techniciens, tous ces ingénieurs, toutes les personnes qui sont autour
doivent être interpellés. C'est un vol à ciel ouvert. C'est un braquage à la congolaise. C'est C'est pas vraiment un possible d'accepter braquage. ça.